Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Renaud Bochart pour parler du bazar aux USA. Renaud Bochart est avocat, cela fait plus d'une vingtaine d'années qu'il vit aux États-Unis, c'est un très fin connaisseur de la politique américaine, il a d'ailleurs écrit dans les colonnes de Marianne et du Figaro. Nous allons parler aujourd'hui de 3 votes extrêmement importants au Congrès, des procès de Trump et de tout le désordre qui semble être aujourd'hui la règle de fonctionnement au niveau fédéral aux États-Unis. Renaud Bochart, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, mais bonjour Pascal. Je voulais donc accepter de nous parler une seconde fois pour passer un petit peu en revue ce qui se passe aux États-Unis. Et l'agenda est chargé. Si on commençait avec les 3 votes qui ont eu lieu le 20 avril au Sénat, au Congrès, excusez-moi. Oui, alors c'est une journée assez particulière, cette journée du 20 avril au Congrès, puisque on a 3 votes importants à la reconduction de le paquet d'aide de 61 millions de dollars à l'Ukraine, à peu près 40 milliards. À peu près, je crois que le paquet entier d'aide fait à peu près 100 milliards, donc le reste va à l'État d'Israël pour la poursuite de la guerre à Gaza. Et puis le même jour, en même temps, la reconduction en fait de la loi FISA pour Foreign Intelligence Surveillance Act. Donc vous avez 3 choses qui sont assez lourdes de conséquences. Dans l'ordre, la reconduction du paquet d'aide à l'Ukraine, c'est les républicains bloqués depuis le début de l'année en soumettant l'accord d'un paquet d'aide à des fonds débloqués pour sécuriser la frontière. Donc là-dessus, c'est une victoire sans partage de l'administration Biden, puisqu'il n'y a rien sur la sécurisation de la frontière. C'est aussi la confirmation que le Parti républicain est en train de réintégrer les rangs du parti unique. Et on en reparlera un petit peu plus. Ça s'étend jusqu'à Trump, qui a soutenu en fait la reconduction, qui a soutenu le paquet d'aide à l'Ukraine en disant qu'il était important pour la sécurité stratégique des États-Unis que l'aide à l'Ukraine soit débloquée. Vous avez la poursuite de cette aide sans réserve à l'État d'Israël au moment où c'est assez paradoxal, au moment où en fait l'électorat jeune du Parti démocrate est en train de se retourner contre l'administration Biden pour son soutien sans réserve aux opérations militaires, aux opérations d'Israël à Gaza. Et puis la loi FISA, c'est encore... Alors là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la loi FISA ? En fait, c'est une loi votée en 2008. C'est en fait qui permet des surveillances massives sans mandat. Sans mandat judiciaire d'une juridiction juridiction non spécialisée, en fait, de juridiction de droit commun. En fait, la loi FISA crée des juridictions secrètes qui s'appellent les FISA Courts, qui sont logées d'ailleurs au sein du département de la justice. Et ces juridictions secrètes statuent, par définition, sont des juridictions spéciales qui statuent sans présence du public, mais aussi sans présence d'autres personnes que les demandeurs de la communauté du renseignement.
Et même on va plus loin puisque la section 602 en fait de la loi FISA a non seulement été reconduite, parce qu'en fait la loi FISA est affectée d'une péremption en fait. Il faut la reconduire à certains intervalles. Elle a été reconduite à chaque fois en raison de l'urgence proclamée du risque d'attentat terroriste depuis 2008. Je ne sais plus combien de fois ça a été reconduit, mais enfin, elle venait à terme. D'ailleurs, c'est assez douteux, parce qu'en fait, elle venait à terme. Tous les 2 ans, c'est ça, non? Tous les 2 ans, mais en fait, l'administration Biden l'avait déjà reconduite en fait jusqu'en avril 2025. Donc, en fait, il n'y avait même pas d'urgence sur la reconduction de la loi FISA. Donc, bon, c'est toute une. Je m'étendrai pas sur les détails sur la date exacte de péremption, mais d'après ce que j'ai lu récemment, en fait, il n'y avait même pas d'urgence. Et donc, elle est reconduite effectivement tous les 2 ans. Or, là, cette fois-ci, ils sont allés plus loin puisqu'ils ont étendu en fait le champ d'application de la loi FISA, notamment une extension en fait. Si on reprend pour dire les choses en langue commune, en langage commun, ça permet en fait au gouvernement et à la NSA, à la CIA, au FBI, de demander à, par exemple, un opérateur de câble ou quelqu'un qui viendrait chez vous pour vous raccorder votre internet de la société de fibre optique. Ça permet à n'importe quelle personne de vous espionner. Et si la personne en fait révèle qu'elle a été mandatée par la communauté du renseignement pour vous espionner, eh bien cette personne encourt des sanctions pénales. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est complètement kafkaïen, qui est véritablement dystopique, et tout ça est quand même très très inquiétant, parce que en plus, alors il faut savoir que la loi FISA a aussi des ramifications en fait extraterritoriales, comme d'ailleurs toutes les lois de sécurité nationale aux États-Unis. Donc vraiment un samedi marqué d'infamie, le samedi 20 avril à la Chambre des représentants. J'ajouterais à cela que depuis le Sénat a confirmé en fait le paquet d'aide à l'Ukraine, donc à l'Ukraine et à Israël. Donc vraiment on est dans quelque chose qui est très inquiétant, et qui est très inquiétant surtout pour le fait que le Parti républicain a cessé en fait d'être le défenseur en fait de la liberté d'expression, à l'exception de quelques individualités comme Thomas Massie ou Rand Paul. Et ceci n'est-il pas aussi une manœuvre, je pense, de la part de Trump, puisque sur les paquets, il a peut-être négocié des financements pour ses propres candidats aux élections sénatoriales et de la Chambre des représentants, qui auront lieu au même moment que les élections présidentielles. Il y a peut-être ça aussi. Oh oui, de toute façon, on est en train de voir une véritable normalisation de Trump. Je crois qu'il est devenu en fait au fait de toutes les manœuvres qu'utilisent ses adversaires, et qu'ont utilisé l'establishment du Parti républicain pour se ménager en fait une espèce de coterie de gens qui sont dépendants de lui. Donc là-dessus, Trump est en train de se normaliser quelque part, et c'est aussi un des aspects inquiétants de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce donc que cette histoire de Foreign Enemies Controlled Act? Alors, Foreign Enemies Control Act, c'est quelque chose qui est c'est présenté comme une interdiction de TikTok. Mais en fait, l'interdiction de TikTok est un prétexte. C'est une loi qui a été proposée et adoptée, qui est passée. En fait, c'est parce qu'il y a eu un briefing en fait
la communauté du renseignement, de tous les leaders parlementaires et d'un grand nombre de représentants qui siègent en fait dans les commissions sur la sécurité nationale. Dans la foulée de ce briefing a été préparé un texte qui s'appelle le Foreign Enemies Control Application Act, présenté comme une interdiction ou plutôt une obligation de vente forcée en fait des participations de TikTok sur le territoire américain. Donc en fait, la loi vise la société propriétaire de TikTok qui, je crois d'ailleurs, est immatriculée au Caïmans ou aux Bermudes, je ne me rappelle plus exactement, mais dont le siège social est à Pékin. Mais derrière tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que on donne un contrôle complètement discrétionnaire à la Maison Blanche. Sur ce que peut représenter une application contrôlée par une entité étrangère. Et on a des critères juridiques de la définition du contrôle qui sont extrêmement vagues, extrêmement floues et qui permettent en fait d'aller à la Maison Blanche, d'interdire peut-être quasiment n'importe quelle application dès lors qu'elle aurait en fait une ramification, dès lors qu'elle aurait un actionnaire qui disposerait d'un certain nombre d'actifs dans son portefeuille d'actifs financiers vaguement reliés à la Chine ou à une puissance étrangère qualifiée d'ennemi, dont le nombre est en train d'augmenter de manière exponentielle. Donc c'est véritablement un très très gros danger sur la liberté d'expression. C'est d'autant plus dangereux qu'encore une fois, ça montre le retournement du Parti républicain, puisque la loi est passée, je crois, avec, si mes souvenirs sont bons, avec 464 votes et seulement 452 votes contre 64. Et de manière intéressante, 50 des votes contre l'adoption du Foreign Enemies Controlled Application Act provenaient de députés démocrates qui s'inquiétaient en fait de la privation d'une mesure d'expression qui est la mesure qui est le média d'expression le favori des jeunes Américains, s'inquiétant en fait de l'exclusion de minorités marginalisées. Seulement 14 représentants républicains à la Chambre ont voté contre, dont encore une fois l'excellent Thomas Massie. Donc on voit que le thème de la sécurité nationale et ce qui fait de nouveau plier, rentrer dans le rang les républicains. Et ça a d'ailleurs une qualité tout à fait particulière, puisque l'élément déclencheur en fait de cette nouvelle loi et la genèse se situe à peu près à l'automne, en novembre 2023. Lorsque il y a eu un véritable engouement, à mon avis complètement orchestré par la CIA, mais je vais et par les agences de renseignement, pour la lettre ouverte à l'Amérique de Ben Laden. Qui tout d'un coup faisait l'objet de vidéos de gens disant mais c'est comme si ça avait été la sortie de l'album Sgt. Pepper's des Beatles, en disant des jeunes gens qui d'ailleurs avec des éléments de langage complètement comparables en fait. Ça avait été une révélation existentielle, une prise
un retour de la réalité. Ça sent la psy, ça sent la psyops, effectivement. Ah oui, ça sent le psyop. Donc en fait, un certain nombre de jeunes influenceurs qui disaient avoir été complètement retournés devant les arguments très justes de Ben Laden pour son djihad. Donc tout ça sent effectivement la manipulation, l'opération psychologique, et c'est assez étonnant parce qu'on retrouve à l'origine de ce qu'un certain nombre de personnes comme Matt Taibbi, Walter Knocker ont appelé le Patriot Act 2.0, on retrouve Ben Laden. Tout simplement, c'est véritablement parfait parce qu'on retrouve les obsessions du Parti républicain pour faire rentrer le Parti républicain dans le rang. Eh bien, on se sert du même objet que le 11 septembre. Mais ça va se payer dans les urnes, ça, qu'il le veuille ou non, parce qu'un régime, parce qu'on est en pleine psychopathie paranoïaque, quoi, on est bien d'accord, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs, en ce qui concerne les pouvoirs en place, ça va finir par se payer très cher dans les urnes, qu'il le veuille ou non. Hein. Alors, ça va finir par se payer très cher dans les urnes. La seule question que je me pose, c'est qui dans cette configuration peut en être le bénéficiaire, puisque il y a un candidat indépendant assez fort, en tout cas le plus intéressant depuis Ross Perot, mais sera-t-il sur le scrutin? Il l'est pour l'instant uniquement dans une poignée d'États. Je crois que c'est formalisé uniquement dans l'Utah. Je crois que c'est à peu près une affaire entendue pour Hawaï, pour le New Hampshire et pour un certain nombre. Je vous interromps, vous parlez bien de Robert Kennedy Jr. De Robert F. Kennedy Jr. Mais en tout cas, pour l'élection de 2024, je suis pas sûr que ce soit lui qui puisse tirer les marrons du feu. Vu sa position sur Israël, effectivement, ça paraît douteux. Ouais. Et maintenant, on se pose toujours l'inconnu de savoir si véritablement Trump sera sur le scrutin, ce qui me paraît de plus en plus plausible à mesure qu'on avance vers l'échéance de l'élection, mais se pose toujours la question de savoir ce qui peut se passer entre l'éventualité, entre l'élection de novembre et janvier, qui est l'investiture du prochain président des États-Unis. Moi, mon opinion, c'est que les démocrates remporteront l'élection de novembre, sans doute en fraudant massivement. Donc, ce qui est la solution la plus simple. Et dans ces conditions-là, ça risque de péter, non? Parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, une deuxième fois, là, il y a des gens qui vont sérieusement s'énerver cette fois-ci. Oui, d'autant que l'atmosphère est tendue. Mais encore une fois, tout ça est très très difficile à prévoir. Et de quel joker dispose-t-il cette augmentation massive en fait des médias, des moyens de surveillance, des moyens de contrainte, cet enrôlement en fait forcé d'un grand nombre de la population dans une entreprise en fait de servilité, de coercition. Ils ont peur. Hein. C'est assez effrayant. Ça prouve bien donc effectivement que les pouvoirs en place ont très 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 peur. Ils ont très peur. En Europe aussi, on le voit tout à fait. On peut voir par exemple des députés être convoqués par la police. Non mais puis quoi encore? L'immunité des parlementaires, c'est fait pour les chiens. Donc on voit un raidissement, mais partout. Hein. Et donc il y a une terreur totale. Hein. On voit vraiment que là, ils ont tout, en tout cas en Europe, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou à Berlin. Ça sent la pétole, hein, vraiment. Hein. Les fonds de caleçon sont pas propres. Hein, nous sommes rentrés dans l'âge de la contrainte. Là, c'est évident. Je pense que le révélateur, le déclencheur a été le régime covidien, ce qui me paraît évident. Je crois que ça a vraiment désinhibé en fait le retour à la contrainte. On a l'impression d'ailleurs maintenant que
C'est quasiment ils reçoivent des ordres de marche en fait, quasiment toutes les semaines. Cette semaine, vous mettez à bas la liberté d'expression. La semaine prochaine, c'est la liberté d'association et de réunion, comme à l'image de ce qui s'est passé avec la police à Bruxelles lors de la National Conservatism Conference. Et vous avez en fait une espèce de on déroule vraiment sauver la démocratie en la détruisant est devenu un mot d'ordre complètement assumé. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on le voit très bien avec le discours, la façon dont le discours sur la censure a évolué en fait depuis quelques années. Lorsque pendant le régime covidien, vous disiez qu'il existait une censure, on disait mais pas du tout. Ça n'existe pas. Là maintenant, on voit très très bien une justification de la censure au nom de la sécurité nationale, au nom du danger qui pèse sur la démocratie, que ce soit l'élection de Trump, la candidature de Trump, ou que ce soit la menace russe, la menace chinoise maintenant, la menace iranienne, et ce qui est assez intéressant en revanche dans ce développement, c'est la façon dont même les administrations des campus maintenant sont en train d'avoir recours en fait à la violence policière, en fait à la brutalité policière vis-à-vis de l'électorat jeune du parti du parti démocrate. Et même des profs, comme on a pu le voir à Emory University. Et de la classe académique, c'est vraiment, on a l'impression d'un déchaînement de coercition, de contraintes, de brutalité étatique, qui est effectivement qui est très intéressant. Ce qui est aussi le signe que ce système est à bout de souffle, puisque plus on se raidit, généralement c'est la fin, quoi. On est bien d'accord. Ernest Lyons avait très bien expliqué ça dans l'article que j'ai dans le long essai que j'ai traduit sur la convergence chinoise, en disant que on est en train de voir en fait ce qu'il appelait le managérialisme doux, qui gérait en fait le contrôle de la situation, sa maîtrise rationnelle en fait de la société par la gestion du récit, qui est en train d'avoir recours à des procédés de plus en plus violents et de plus en plus brutaux, à l'image de ce qui était le managérialisme dur représenté par le Parti communiste chinois. Et c'est là que c'est assez intéressant, parce qu'on voit en même temps une espèce de discours lyrique sur l'affrontement entre les démocraties et les forces du mal, qui serait représenté par ce nouvel axe du mal, Moscou, Pékin, Téhéran, et puis et en même temps une façon d'assumer, d'avoir recours à des techniques de contrôle de plus en plus violentes. Donc c'est complètement paradoxal, mais ce qui montre encore une fois que leur gestion du narratif, qu'est-ce que je déteste ce mot narratif, mais leur gestion du narratif ne fonctionne plus. Plus personne n'écoute les médias mainstream. C'est terminé. On le voit très bien. Ils n'ont plus aucune forme de contrôle de l'opinion publique. Non, on voit qu'elle se retourne sans qu'il l'ait prévu. C'est du harcèlement, comme le dit Agnès Bilran. Le harcèlement, c'est le moyen par lequel le totalitarisme arrive. Donc du harcèlement continu, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais je pense qu'en même temps, alors on voit quand même dans certains secteurs, sur certains sujets, c'est toujours en fait la mesure préférée, le type de mesures de contrôle préférées. On le voit notamment sur la perception de l'inflation, la perception du déclassement économique, où là on continue en fait à faire de la gestion du récit en nous disant mais l'inflation, de quoi parlez-vous, ça n'existe pas, le déclassement économique, de quoi parlez-vous, ça n'existe pas, tout ça est une perception. On le voit aussi avec la perception, avec avec l'insécurité, qui est quand même en train de devenir un des thèmes les plus prégnants du moment, où
continue à nous dire que nous ne serions pas face à une augmentation en fait de l'insécurité, mais d'une perception de l'insécurité, c'est tout à fait extraordinaire. Mais effectivement, on voit sur un certain nombre d'autres sujets, les sujets sanitaires, les sujets de tout ce qui concerne la liberté d'expression, un durcissement, mais vraiment très profond des mesures de contrainte. Encore une fois, je crois que le déclencheur de tout ça, le pivot a été le Covid. L'adoption de mesures aussi exorbitantes de droit commun que les confinements de population saine et l'introduction de choses impensables quelques années auparavant, comme les passeports sanitaires et passeports vaccinaux, a été le moment de révélation. Je crois que ça a complètement désinhibé les classes dirigeantes. Oui, mais là, on a affaire à ce qu'on appelle en psychologie clinique de la folie résonante, puisque si leur discours semble être cohérent, être logique, il n'a strictement aucun lien avec la réalité vécue par les gens. Et donc cette dissonance-là, elle est extrêmement importante, et ça, ils ne pourront jamais rien y faire. On est bien d'accord, l'inflation, par exemple, elle se voit par les gens quand ils vont faire leurs courses. Ils la constatent tous les jours. L'insécurité, elle se voit de partout en France dans les rues, très clairement. Ça se voit, ça se sent. C'est pas on a beau truquer les statistiques, etc. Quand le vécu des individus n'a plus aucun rapport avec ce que raconte la classe dirigeante est morte. Sans compter un certain nombre d'autres phénomènes, par exemple le fait qu'on peut plus mettre ses enfants à l'école publique. Ça ce n'est pas un phénomène qui serait par exemple caractérisé comme de l'inflation, mais le fait de ne plus pouvoir aller mettre ses enfants dans une école publique puisque l'école publique est devenue l'école publique américaine était dans la plupart des cas une espèce de garderie de mauvaise qualité. Maintenant, c'est devenu carrément une entreprise hostile. Si vous êtes blanc, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus avoir vos enfants dans une école publique. Donc, vous êtes obligé de réfléchir en fait à mettre vos enfants dans les écoles privées. Et là, c'est très intéressant parce que ça concerne l'hypocrisie l'hypocrisie notamment des classes progressistes qui mettent leurs enfants dans des écoles privées, mais tout simplement parce que ça n'est plus possible. Moi, ça a été une des grosses révélations pour nous. On avait nos enfants dans une école publique il y a à peu près il y a encore 7-8 ans. On a été convoqués par l'administration de l'école, on nous a menacé en fait de ce qu'on a appelé truancy court, parce qu'à l'époque mon fils avait des maux de tête qui faisaient qu'on avait l'impression, on pensait qu'il avait peut-être un problème neurologique, et lors de cette réunion, en plus, on nous a dit qu'il était raciste, parce qu'il avait parlé d'un de ses amis. Il y avait 2 William dans la classe, et il parlait d'un de ses camarades, de Black William, opposé à William, l'autre William qui était blanc. Donc c'est devenu impossible en fait d'avoir ses enfants à l'école publique. Donc ça entraîne en fait une profonde augmentation des coûts. C'est dramatique. En France aussi, c'est de plus en plus le cas. Malheureusement, on voit cette tendance s'accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Harvey Weinstein ? Pour faire un peu dans le people. Très intéressant, et en fait, je pense que c'est lourd de conséquences pour les procès Trump, parce que c'est une affaire new-yorkaise. Donc, en fait, tout simplement, la Cour d'appel de l'État de New York a annulé en fait le jugement condamnant Harvey Weinstein pour vol, et a ordonné un nouveau procès. Pour viol, pas pour viol, pardon. Oui. Pour ordonner un nouveau procès, au motif que tout simplement que le procès n'avait pas été en fait le procès d'acte, mais le procès d'une personne. Avait été en fait que la condamnation avait été acquise
sur la simple foi en fait du témoignage de la victime. Et le reste des témoignages étaient des témoignages qui faisaient apparaître Harvey Weinstein comme un monstre. Or, la Cour d'appel a rendu un arrêt très raisonné d'ailleurs, très très motivé, très et vraiment très principiel sur les valeurs de la justice américaine, en disant mais non, nous ne faisons pas ça ici, nous jugeons des actes et non pas des personnes. Donc elle a ordonné un nouveau procès d'Harvey Weinstein. Ce qui, à mon avis, va peser sans doute assez lourd dans les procédures en cours contre Trump, puisque c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Vous avez les procédures. En plus, alors bon, Trump n'est pas accusé de viol dans le cadre des procédures en cours. Il est accusé en fait de détournement de fonds de campagne pour avoir en fait fait une chose qui est complètement légale, qui est à dire d'acheter en fait les droits d'un certain nombre de femmes qui se plaignaient d'agissements d'agression sexuelle de la part de Trump. Stormy Daniels, ouais, c'est ça, c'est l'affaire Stormy Daniels. En fait, Stormy Daniels, d'ailleurs, c'est même pas une accusation d'agression sexuelle. Stormy Daniels, c'est simplement la révélation en fait d'une liaison extra-conjugale. Mais cela dit, il a payé, mais encore une fois, ce qui est légal aux États-Unis, il lui a payé pour se taire. Il a payé pour se taire. En fait, c'est. Mais c'est parfaitement légal. Il n'y a pas de délit. C'est monnaie courante aux États-Unis. Donc, ça n'est pas ce qu'on appelle une affaire de hush money qui supposerait en fait un détournement de fonds de campagne. Donc c'est le procès, d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que le procureur Alvin Bragg, au début, en fait, ne voulait pas prendre cette affaire, puis finalement cédé aux pressions. Du coup, on est en plein procès et vient maintenant de survenir le coup de tonnerre en fait de l'arrêt de la Cour d'appel de New York dans l'affaire Harvey Weinstein qui risque de peser lourd sur le verdict. Donc effectivement, Trump risque fort d'être acquitté. Trump risque fort d'être acquitté. C'était déjà assez probable, mais en l'occurrence, je pense que la possibilité d'un acquittement est en train de devenir de plus en plus certaine. Ce qui est assez en même temps intéressant parce que le volet des interférences dans les élections dans un certain nombre d'États est en train de repartir avec le Michigan et l'Arizona qui maintenant les avocats généraux du Michigan et de l'Arizona commencent en fait à intenter des poursuites qui ressembleraient en fait aux poursuites contre Trump en Géorgie qui se sont effondrées, on en avait parlé la dernière fois, en raison des affaires de mêlant sexe et argent de la procureure Fannie Willis. Donc on voit encore une fois, puis maintenant, je crois on en était à 91 chefs d'accusation, pourquoi pas 2000 pendant qu'ils y sont. Encore une fois, tout ça contribue énormément en fait à donner de la justice américaine l'image de la justice d'une société, d'une république bananière. Et je pense que peut-être... C'est le cas, à partir du moment où la justice est politisée, c'est une justice de politique bananière. Hein. C'est une justice... Comme la française d'ailleurs, soyons clairs. Là, on l'a vu avec la convocation de Mathilde Panot. Alors je suis pas très pro LFI, mais enfin on convoque pas une chef de groupe parlementaire chez les flics, quoi. Voilà, l'immunité, c'est quoi ce délire, quoi. Et ils ont eu du mal à trouver un procureur qui accepte en France, qui accepte de le faire. Hein. Parce que les flics, c'est une enquête préliminaire, là. Hein. Oui, donc les flics agissent sur ordre d'un magistrat du parquet. Et apparemment, il y a eu tout un gros paquet de procureurs qui ont dit « Ah non, moi je fais pas ça. » quoi. Donc ils en ont trouvé un. Quoi. Et la même chose se passe un peu partout. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire C.J. Hopkins en Allemagne, qui est quand même assez... Ouais. Vous avez ce satiriste et romancier... américain qui vient en Allemagne, qui avait publié un essai sur le Covid, sur il s'appelle le New Normal Reich,
comparant en fait l'état sanitaire allemand au moment du Covid à l'Allemagne nazie, qui était poursuivi pour apologie du nazisme. Parce qu'il avait mis une croix gammée non pas sur la couverture non pas sur la couverture de son livre, mais c'est même pas le livre en question, c'est parce qu'il avait posté cette couverture sur les réseaux sociaux. C'est ça, oui, parce que alors, le livre a une croix gammée sur sa couverture et il en a fait la promotion sur les réseaux sociaux, ainsi que d'un certain nombre d'images de nazis associées précisément à ces critiques en fait de l'État allemand. Et ce qui est intéressant, c'est que la justice allemande s'est ridiculisée, il a été relaxé, mais le procureur a fait appel. On remet une couche. C'est extraordinaire. Et après que le juge ait précisément pris comme argument de dire nous ne sommes pas un régime totalitaire comme vous le prétendez, puisque précisément nous vous relaxons. Et on est vraiment c'est à se demander quel intérêt rhétorique quelque part il y a derrière ces ridiculisations successives. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est sorti sur les Verts là à propos du nucléaire. Il y a un magazine qui vient de démontrer que des hauts fonctionnaires allemands écologistes avaient falsifié des documents pour justifier l'abandon du nucléaire. En surenchérir là-dessus, il y a un nouveau développement qui est assez intéressant sur le déni de la réalité. C'est la nouvelle justification en fait du paquet d'aide en fait vis-à-vis des Américains. J'avais été surpris il y a un mois et demi, 2 mois. Lorsque le think tank néoconservateur American Enterprise Institute avait publié un petit entrefilet en disant mais vous inquiétez pas, il faut soutenir en fait le paquet d'aide à l'Ukraine parce que en fait l'argent ne va pas en Ukraine mais est une subvention aux entreprises de la défense américaine, de fabrication d'armes américaines, les Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Daimler, etc. Et cet argument s'est généralisé depuis précisément le samedi 20 avril. Maintenant, c'est l'argument qui est invoqué dans le New York Times, dans le Washington Post, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas à l'Ukraine, ça va en fait, c'est une subvention en fait à l'industrie de la défense américaine. C'est un plan de relance de l'économie américaine. De penser que le public américain pourrait être sensible à cet argument est tout à fait étonnant. C'est bon, d'autant que je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de la Rand Corporation sur la Russie et l'Ukraine. C'est un changement. Là, ils ont fait comme aurait dit Annalise Baerbock, la ministre des Affaires étrangères. C'est un revirement à 360 degrés, non, enfin à 180 degrés. Là, ils disent que non, faut arrêter. Il faut laisser à la Russie sa zone d'influence. Il faut à tout prix. Et généralement, les rapports de la Rand, ils sont assez prégnants sur la politique étrangère américaine. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, celui-là, c'est assez J'ai vu drôle. passer précisément, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me plonger dans le rapport de la Fondation Rand, mais je vais m'empresser de le faire. Et effectivement, en général, c'est toujours un indicateur sérieux en fait de changement très profond dans la politique étrangère. Ouais, mais donc ce qui veut dire tout simplement qu'en fait tout cela n'est qu'une opération pour ne pas dire nous avons perdu. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est une opération pour ne pas dire nous avons perdu. Je pense que c'est aussi une façon de faire rentrer dans le rang le parti républicain. Et puis c'est sans doute ça peut être le cas échéant. Je suis même pas sûr de ça en fait, parce que faire se prolonger un petit peu les opérations militaires en Ukraine en espérant en espérant une capitulation sans condition n'interviendrait pas entre maintenant et novembre, ou qu'une percée très significative en fait des forces russes n'interviendrait pas avant l'élection de novembre, ce qui en fait pourrait
obliger les démocrates à augmenter ce que d'ailleurs dans les milieux des think tanks autour d'ici, on appelle maintenant la marge de fraude. Ah oui, la marge de fraude, d'accord. De dire la marge de fraude, en fait, c'est pour la marge de fraude électorale. C'est dramatique. Et qu'est-ce qui s'est passé chez NPR? Parce que là, quand on parle de médias, parce que c'est quand même le média libéral américain ou progressiste américain par excellence, ça a l'air d'être quand même un sacré bazar. Hein. Alors, NPR, c'est une chaîne publique, c'est une radio publique américaine. C'est assez rare. Ça s'appelle National Public Radio. Et c'était une radio un petit peu comme le service public d'ailleurs en France, qui avait une certaine aura, enfin un certain nombre de chaînes du service public comme France Culture, qui avait une certaine aura de sérieux en fait. Ils ont été très sérieux jusqu'à une dizaine d'années, hein. Je dirais que ça avait commencé déjà, même il y a une décennie, ça avait commencé à sérieusement s'infléchir. Ce qui s'est passé, c'est que depuis en gros, depuis sans doute le milieu des années 2000, mais définitivement, effectivement, autour de 2010, 2012, pendant l'administration Obama, c'est véritablement devenu une chaîne complètement radicalisée, ce qui est complètement woke en fait. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'en fait c'est si vous comparez en fait NPR et France Inter par exemple, on a l'impression d'un France Inter avec des gens sous Prozac quand on écoute NPR, et en revanche sur la radicalité des sujets traités, c'est en fait j'ai un ami qui décrivait ça. NPR c'est trans tout le temps. Et complètement en fait, c'est là le sujet des trans est devenu ubiquitaire en fait sur NPR. C'est devenu le sujet permanent. Il n'y a plus que des sujets LGBT et quand ce ne sont pas des sujets LGBT, ce sont vraiment de manière très outrancière en fait, une répétition de tous les éléments de langage de propagande du pouvoir en place. Donc c'est très et ce changement a été de plus en plus. Enfin moi j'ai plus NPR depuis longtemps. J'avais déjà en fait, moi je crois que j'avais cessé d'écouter NPR dans les années 2000 parce que je trouvais déjà que ça devenait c'était uniquement sur les sujets LGBT. Et un éditeur en fait, un journaliste en fait de NPR, Yuri Berliner, le rédacteur en chef, c'est ça, oui. C'était le rédacteur en chef, a publié en fait une chronique sur le média de Bari Weiss, qui était elle-même cette chef des pages opinion du New York Times, qui avait été poussée à la démission après que le New York Times ait accueilli dans les pages opinion une tribune du sénateur républicain Tom Cotton il y a quelques années, et donc publie cette chronique en disant que NPR est devenu en fait le reflet de précisément du refus de la réalité des classes, de la classe dirigeante, de la classe professionnelle managériale, et qu'NPR ne respectait pas la diversité des points de vue. En ayant, je crois qu'il a souligné qu'il y avait en fait sur près de 90% en fait, voire plus. Je crois qu'il avait noté qu'il y avait en fait 2 personnes uniquement dans le staff de NPR qui n'étaient pas ouvertement démocrates. Et ça a entraîné en fait une levée de bouclier de la part de tous les médias libéraux et de la part des employés de NPR, qui ont demandé son licenciement, et qui se défendent en disant que la raison pour laquelle NPR a changé en fait de message, ce n'est pas en raison d'une radicalisation du camp progressiste, mais d'une radicalisation du camp républicain, qui serait devenu en fait une espèce de groupe de domestiques terroristes.
Et ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond en fait à la nomination d'une nouvelle directrice en fait de NPR, qui est une créature d'ailleurs de tout ce qui se fait de plus sinistre, de manière intéressante dans l'establishment de politique étrangère, puisqu'elle a été au Council of Foreign Relations, elle a été à la Banque mondiale, une femme qui s'appelle Catherine Mayer. Le fil Twitter en fait de Catherine Mayer, le compte Twitter de Catherine Mayer est devenu en fait un véritable objet d'intérêt depuis la publication de l'éditorial de Yuri Berliner et la levée de bouclier contre Yuri Berliner, parce que le conte de Catherine Mayer en fait ressemble de manière tout à fait intéressante à un conte parodique d'une personnalité fictive qui s'appelle Tiziana McGrath, qui est une critique en fait parodique de l'agenda woke. Et si on met en relief, si on côte à côte les tweets de Catherine Mayer et Tiziana McGrath, vous avez quasiment la même chose. Donc vous avez quelqu'un qui pratique l'auto-parodie de manière véritablement apparente. Et je crois que c'est très intéressant pour plusieurs raisons, cette personnalité, cette désignation de Catherine Mayer à la tête de NPR. D'une part, ça montre que le maniement en fait de ces éléments de langage qui paraissent complètement ridicules, qui paraissent vraiment outranciers, excessifs, est en fait une façon de gravir les échelons. C'est un mode de promotion sociale. Donc le maniement de cette langue est véritablement ce qui décide de votre gestion de carrière. Je crois que Catherine Mayer est aussi un personnage tout à fait intéressant, puisqu'elle s'exprime absolument sans aucune personnalité, avec simplement la régurgitation en fait d'éléments de langage dont on sent très bien qu'ils viennent du pouvoir, qui sont générés en fait par le pouvoir, par des sources extérieures qui n'ont rien de personnel, je crois qu'elle préfigure en fait ce que sont les communications lorsque l'appareil de censure aura complètement éradiqué, avec la censure préemptive, avec l'élimination de toute poche de discours libre sur l'internet, de ce que seront les moyens de communication. Donc c'est à la fois drôle, parce que lorsque vous comparez effectivement les tweets de Catherine Mayer et ceux de Tiziana McGrath, on a l'impression que c'est un exercice d'autoparodie, mais c'est en même temps extrêmement sinistre, parce que c'est ce qui nous attend. Oui, donc ça marchera jamais, on est bien d'accord. Même dans l'Union soviétique, ça n'a pas fonctionné. Il y avait les samizdat. Hein. Oui, il y avait les samizdat, mais ça a obligé quand même effectivement à utiliser un certain nombre à utiliser le recours au burlesque, à l'absurde comme moyen de sortir, moyen de continuer à penser, en fait. Oui, mais c'est très créatif, ça. Donc, de toute manière, le totalitarisme se mange lui-même. Donc, ça, on le sait, hein, depuis toujours. Plus personne ne croit en ce discours, d'ailleurs, soyons clairs. Hein. La grande majorité des gens, quand on entend aussi un ministre français ou n'importe quel ministre européen, ils ont tous le même discours. Hein. C'est les mêmes mots au même moment. Tout cela est orchestré et ça ne prend plus. C'est-à-dire que les gens n'écoutent plus. Oui, cette énorme novlangue, cette énorme langue de bois qui nous abreuve, dont nous sommes saturés, est devenu impossible à écouter. Mais en même temps, ce qui est assez inquiétant, c'est que
quelque part, il y a toujours cet élément de prestige en fait associé aux médias traditionnels qui veulent maintenant, par le recours à la coercition, qui voudraient en fait préserver leur statut en fait d'arbitre d'arbitre de la réalité. En ayant de plus en plus recours à la coercition. Alors, le problème qui se pose à nous, c'est le développement de moyens technologiques qui n'existaient pas dans l'ex-Union soviétique. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Aujourd'hui, la liberté d'expression est inarrêtable. On ne pourra pas. Elle se fera sur Telegram. Dommage, c'est pas une entreprise américaine. Elle se fera. On voit très bien sur Twitter, hein, effectivement, ça, qu'on le veuille ou non, ça a quand même beaucoup changé depuis que Musk a racheté la plateforme. Hein. Ça a beaucoup changé, mais en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que par exemple, j'ai appris à l'occasion des révélations sur Catherine Mayer, par exemple, qu'elle est elle était dans le conseil d'administration de Signal. C'est donc Signal qui est l'application de messagerie que j'utilise pour ne pas utiliser précisément Meta, WhatsApp. Et en fait, on voit qu'on retrouve Catherine Mayer dans le conseil d'administration Ils se rendent compte qu'effectivement, pendant 50 ans, ils ont pu contrôler le discours comme ils l'entendaient et contrôler la société. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ils n'y arrivent plus. C'est tout le problème qui se pose à cette classe virtuelle, c'est leur obsession de la maîtrise rationnelle de la société se heurte à des limites matérielles. Or, leur réponse, c'est de se replier de plus en plus dans une réalité virtuelle, dans un monde virtuel, de chasser de plus en plus le réel, qui fait que ça augmente de plus en plus le gouffre entre des gens qui vivent dans une réalité matérielle et la classe des virtuels. C'est bien la classe des virtuels qui, en fait, alors j'utilise un mot un petit peu fort, mais à prendre au premier, à son sens premier, quoi. Ce sont eux les dégénérés. Ils sont une minorité, donc s'ils se le coupent de la majorité, au bout d'un moment, ils mourront. C'est logique. Alors là-dessus, c'est ce qui est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui peut émerger de tout ça? Parce que bon, il est clair que la tour de Babel est en train de s'effondrer. Et je voulais mentionner un article qui est sorti de Mary Harrington à propos du président salvadorien Bukele. Qui me paraît tout à fait intéressant comme préfiguration de ce qui peut se passer, en disant que on voit très très bien il est clair que l'establishment progressiste d'extrême centre ou de gauche est en train de vivre une véritable déconfiture. Où est-ce que ça nous mène? Elle citait quand même une mesure de Bukele qui a offert 5000 visas gratuits à des scientifiques, des ingénieurs, des médecins, des artistes et des philosophes pour venir en fait au Salvador. Pour Mary Harrington, c'était la preuve que nous sommes en train d'assister en fait à la naissance du conservateur progressiste qui va continuer en fait à prôner en fait une certaine liberté de migration tout en ayant une politique extrêmement dure pour sur le plan de la lutte contre l'insécurité. Elle envisageait que la manifestation en fait dans le monde anglo-saxon, en tout cas aux États-Unis,
de ce conservatisme, de ces conservateurs progressistes, souvent très très techno-enthousiastes d'ailleurs, serait rien de moins qu'Elon Musk. Je pense que c'est peut-être ce qui est en train de se passer en fait aux États-Unis, où la séquence électorale en cours en fait risque de déboucher sur la reconduction d'une administration Biden, parce que je pense en même temps que les démocrates ne débarqueront pas Biden. Donc on risque d'avoir une reconduction de Biden pour un second mandat. Et en fait la recomposition en fait de la droite autour de quelqu'un comme Elon Musk. C'est intéressant, mais parce que bon, en Europe on peut en parler parce que c'est la déconfiture aussi la plus totale, c'est le hasard le plus complet. Vraisemblablement, ce qui faisait le bloc d'extrême centre au Parlement européen va perdre sa majorité. Donc là, ils font tout pour mettre les bouchées doubles afin de pousser au maximum une fédéralisation, que personne ne veut. Hein. Personne n'en veut, soyons clairs. Hein. Personne n'en veut. Donc, personne en Europe, personne. Vraiment, il y a quand même, enfin, c'est marrant, on voit que ce sont les chefs d'État et de gouvernement les plus impopulaires, c'est-à-dire Scholz et Macron, qui poussent comme des malades. Hein. Donc c'est la panique, en tout cas en France, c'est la panique la plus totale là quand il le Rassemblement national va clairement rappeler la mise. On voit même notre ami Glucksmann qui, ne décollant pas dans les sondages, vient d'inventer une opération de désinformation organisée par les Chinois contre lui. Bon, voyons. Il n'y a pas besoin, il suffit de lire son CV, hein, ça suffit. Hein, donc. Oui, mais ce qui est assez inquiétant, je crois que c'était les inquiétudes un petit peu partagées par Mary Harrington, qui a été relayée d'ailleurs dans une réaction d'N.S. Lyons à son article. Hein, c'est avec tout cet arsenal de mesures complètement exorbitantes de droit commun et cette destruction en fait de plus en plus apparente de ce qui était en fait le compromis libéral, de ce qui était en tout cas le constitutionnalisme libéral. Quels instruments vont-ils léguer à leurs successeurs qui, si on retrouve en fait une espèce de conservatisme toujours très très progressiste, très techno-enthousiaste, voire très transhumaniste, vont disposer d'un arsenal en fait de mesures, d'instruments de contrôle de la population inégalés, et cette fois-ci avec un socle de popularité qui leur permet en fait de conduire un certain nombre d'engranger un certain nombre de succès à l'image de Bukele au Salvador. Quel est notre avenir là-dessus? Je pense que ce côté-là est assez inquiétant. Et je pense que Mary Harrington avait raison de pointer le phénomène, parce que ce dont nous avons besoin en même temps, c'est d'une profonde remise en cause du mythe du progrès. Remettre un coup de progrès avec des Bukele ou Elon Musk, je suis pas sûr que ça arrange les choses pour le long terme. Sur le court terme, ils engrangeront des succès. On le voit très très bien avec Bukele qui est quand même qui a été réélu, je crois, avec 80%. Mais cela dit, à partir du moment où la majorité est derrière cela. Voilà, donc bon, Musk est quand même beaucoup plus rassurant que les tarés transhumanistes, hein, notamment sur l'intelligence artificielle, sur autres. On a quand même affaire à des gens qui au moins sont intelligents et qui pensent par eux-mêmes, quoi, on va dire. Voilà. Ce qui est pas le cas de la plupart des progressistes, hein, qui ne font que recracher une logorie qu'ils ont apprise. Hein. De toute façon, ça n'est que ça un Musk par rapport même à un Trump est une amélioration. Ça, c'est d'autant plus le Trump qui maintenant se dirige vers une espèce de mais est-ce que c'est pas ce type étant tellement anormal, est-ce que c'est pas simplement un jeu électoral?
Pose la question, est-ce que c'est pas parce que il me semble qu'il avait monté une espèce d'école pour ses cadres, non, pour pas refaire la même erreur qu'il avait faite en 2016. Donc pour arriver avec des équipes qui étaient préparées, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il est clair que s'il se normalise, aller remettre de l'ordre là il faut, pardon, aller remettre de l'ordre là où il faut le remettre, notamment je pense dans la communauté de renseignement ou au département de la justice, ça va devoir être fait. Hein. Donc, ou sur la pardon. sécurisation de la frontière, qui est vraiment. Oui, sur par la exemple, sécurisation de la frontière. tout à fait. Voilà, mais simplement ça, c'est quand même délirant. 7,2 millions d'illégaux depuis 2020, c'est énorme. C'est gigantesque et c'est d'autant plus gigantesque que maintenant on voit en fait cette espèce d'autoroute des migrations en fait qui se dessine depuis l'Équateur jusqu'à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Alors que il y a encore quelques années, en fait, il était très difficile en fait de se déplacer d'un pays à l'autre en Amérique latine. C'est maintenant, en fait, vous avez vraiment on appelle ça, oui, l'autoroute de la migration, avec en plus des phénomènes tout à fait étranges dans le Darien Gap, avec des camps chinois, avec des jeunes hommes en âge militaire, en fait. Oui, là-dessus sur les questions comme le contrôle de la frontière. On peut espérer quelque chose comme on peut espérer une amélioration. Maintenant, les signes, notamment le ralliement de Trump en fait au paquet d'aide à l'Ukraine est assez inquiétant parce que c'est une sorte ça signale en fait une sorte de ralliement en fait à l'establishment de la guerre perpétuelle. Le fait que Vivek Ramaswamy ait été débarqué de la shortlist de colistiers éventuels est assez inquiétant et les rumeurs persistantes sur Rubio qui est quand même un arch néoconservateur donc à voir. Renaud Beauchard, merci beaucoup.